Ataroé? Ataroé, parce que là, j'y suis. Véritablement. Oui, ça vient de commencer. Ça vient de commencer et bon. Ouais, eh bien, on peut commencer. Oui, oui, oui. Oui. Bon, chers amis, en attendant que les choses s'arrangent au niveau technique, euh, je vous dis shalom. Shalom les koulam, всех приветствуем. Euh, on va incessamment sous peu commencer notre transmission. Aujourd'hui, on va parler des personnages historiques, pas des lieux, mais des personnages. Euh, ah, Merkazatid, on se voit quelque chose. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, on va commencer. Je vais juste appeler Michael pour voir si effectivement on peut démarrer. Go. OK. Alors, on démarre. Eh bien, pour commencer cette série dans la rubrique des personnages historiques d'Israël, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, d'Eretz Israël, eh bien, je veux vous dire, j'ai immédiatement choisi une personne qui est pas tellement célèbre, et c'est peut-être la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est le Rav Israël de Shklov. Le Rav Israël de Shklov, il a vécu il y a environ 200-230 ans. Et puis, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il était l'un des premiers leaders du Yishuv juif, de la communauté juive en Eretz Israël, il y a 200 ans. Et la deuxième raison, qui est peut-être encore plus importante, c'est parce qu'il est, par son destin, parce qu'il a vécu, eh bien, il représente mieux que quiconque la aliyah, la montée des Juifs qui s'est faite au début du 19e siècle. Euh, c'est une montée qui s'appelle, une aliyah qui s'appelle la aliyah des élèves du Gaon de Vilna, qui ont étudié chez lui, chez le Gaon de Vilna, qui a vécu en Lituanie, en Vilna, 18e siècle, de 1720 jusqu'à 1797, et qui, attendez juste une minute, je vais faire silence à la maison. Ariel, euh, qui était célèbre pour beaucoup de choses, pour avoir véritablement pour une sagesse, une autorité rabbinique sans pareil, incomparable, mais aussi pour avoir dit que la délivrance, eh bien, se fera pas de manière miraculeuse, de manière surnaturelle, elle se fera de manière comme on dit, et c'est ainsi qu'il a appelé ses élèves, il leur a enseigné de prendre en charge véritablement l'histoire juive. Le Rav Israël de Shklov, il a étudié chez lui juste une année. Juste une année, il est venu de la ville de Shklov, dans l'actuelle Biélorussie, en 1796. Il a eu le temps d'étudier un an et ensuite, je saute les étapes, on a peu de temps, donc vous m'excuserez d'avance que je vais présenter cela de manière peut-être un peu trop schématique.
mais en 1809, il est à la tête d'une des trois vagues d'Aliyah qui a vu venir en Eretz Israël 511 personnes, têtes de famille et membres de famille, tous des étudiants du Gaon de Vilna, qui sont venus s'établir en Eretz Israël. Chose intéressante et aussi très symptomatique, ils avaient, à part leurs économies et à part leurs livres, leur sagesse, leur savoir, ils avaient tous emporté encore quelque chose, encore un instrument, selon la directive, encore une fois, et l'inspiration du Gaon de Vilna, bien qu'il n'était plus en vie, ils ont tous emporté une pioche. Pourquoi? Eh bien, pas seulement au niveau symbolique, mais au niveau véritable, parce qu'ils sont venus ici, pas seulement pour étudier, pas seulement pour prier, pas seulement pour être ensevelis dans la terre une fois qu'ils quitteraient cette terre, être ensevelis en Eretz Israël, mais parce qu'ils sont venus travailler véritablement la terre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en cette année? Eh bien, cette année 1810, en 1809, 1810 et 1809, il y a eu trois vagues, 1808, 9, 10. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Eh bien, parce que en hébreu, eh bien, c'est dans le calendrier juif, c'est l'année Tav Kuf Ein, Hey Tav Kuf Ein, euh, qui, lorsqu'on l'a, c'est 5000, qu'est-ce que, oh, ouais, je vais essayer de pas, hein, Taf Kuf Ein, eh bien, vous prenez 210 ans, ça fait, c'est exactement il y a 210 ans, c'est-à-dire 5499, 90, eh bien, c'est Taf Kuf Ein. En hébreu, ça se dit Teka. Teka, c'est-à-dire sonne, sonne Teka beshofar gadol, sonne de ton grand dans ton grand chauffard, Teka beshofar gadol lecheruteinu, sonne de ton grand chauffard pour amener notre liberté. Donc ça, c'était véritablement une année qui était perçue comme annonciatrice, comme capable d'avancer, de faire avancer notre délivrance. Maintenant, ils s'établissent à Tzfat. Il y a une histoire aussi très belle qui parle de la route qu'ils ont pris de Haïfa, de Akko, où ils ont accosté, et jusqu'à Tzfat. Ils ont été menés à Tzfat par des Arabes, et ils voyaient sur la route des arbres, des oliviers. Alors, ils ont demandé qu'est-ce que c'est. L'arabe leur dit, mais ça, c'est des oliviers. Ils étaient très inspirés, très enthousiasmés. Des oliviers de Eretz Israël. Alors, naturellement, ils ont pris, et le Rav Israël de Shklov, Israël de faire la bracha, très enthousiasmé, Perot Eretz Israël, des Shivat Aminim. Il a béni Sheikhiano, il a mangé, tout le monde a mangé, mais il s'avérait que c'était des olives très très amères. Naturellement, bon, des olives qui poussent telles quelles, elles n'ont pas un goût très doux. Et puis tous les autres, tous ceux qui l'accompagnaient, eh bien, ils ont recraché. Et lui, il dit, mais écoutez, vous comprenez pas que le goût, il dépend pas de ce qu'on ressent, mais il dépend de l'endroit où ça pousse. Alors, ça poussait en Eretz Israël. Alors, il a commencé, alors on continue à manger, comme si effectivement elles étaient très bonnes. Il a continué à manger. Lui et ses élèves lui ont fait suite. Ils sont arrivés à Tzfat. Et à Tzfat, c'était une période pas très facile. 19e siècle, en général, en Eretz Israël, c'était pas une période très facile, mais à Tzfat en particulier, il y a eu une épidémie très actuelle, très pertinente pour nos jours, une épidémie qui a sévi à Tzfat
Des 511 personnes qui ont fait leur aliyah sont restées en vie environ 70. C'est le Rav Israël de Shklov qui en fait état. C'est aussi un des chercheurs les plus éminents aujourd'hui qui fait des recherches sur ces aliotes, sur leurs membres, qui s'appelle Dr. Aryeh Morgenstern, qui en parle et qui dit que de cette alia sont restées en vie 70 personnes. De ces 70 personnes, malgré ce qui les a frappés, eh bien, elles ont véritablement posé les bases de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mouvement sioniste moderne. Leurs enfants, leurs petits-enfants, ils étaient à la base et à la source de tous les grands commencements et continuations également de la Renaissance juive en Eretz Israël. Que ce soit la Renaissance de l'hébreu, que ce soit les premières colonies de peuplement, que ce soit la première brigade d'autodéfense, et bien que ce soit même l'industrie pharmaceutique, où qu'on aille, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je jette juste les prémices, où qu'on aille, on voit que les élèves, leurs descendants, ont été à la base de toutes les choses qui ensuite ont été connues comme les principaux acquis du mouvement sioniste. Et c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que que je le dis parce que c'est pas très souvent ce qui est enseigné. C'est pas ce qui est enseigné dans le système scolaire pour plusieurs raisons, parce qu'on peut pas tout englober. Il y a aussi des raisons idéologiques, peu importe. Mais le fait est, c'est qu'il faut savoir que les grands débuts de ceux qu'on connaît comme le mouvement sioniste, eh bien, ils ont été posés, les bases ont été posées il y a plus de 200 ans avec essentiellement ces vagues de Aliyah des élèves du Gaon de Vilna. Euh, je reprends. Le Rav Israël Mishklov devient un des leaders du Yishuv juif de Tzfat. Et très vite, quelques mois après son arrivée, eh bien, il est renvoyé en Europe. Pourquoi? Pour récolter des fonds pour aider les Juifs qui viennent de s'établir à Tzfat. Chose intéressante, en tant que qui est-ce qu'il va quémander entre guillemets ces fonds en tant que mendiant d'une communauté appauvrie ou bien en tant qu'émissaire d'une communauté qui se présente en tant que véritablement représentant des Juifs du monde entier. Il faut un sacré culot pour le faire, parce que c'est effectivement en tant que tel qu'il va demander des fonds aux Juifs de Lituanie, aux Juifs de Raïsin, comme on appelle, de Biélorussie actuelle. Il vient le faire pas en tant que représentant d'une terre dévastée, désolée, bien qu'elle soit effectivement telle, mais il leur écrit, cette terre, elle s'éveille, c'est une terre qui nous parle, c'est une d'elles dans ce qu'on appelle la Igeret. Igeret Akol, Igeret, dans ce message, les lettres avec lesquelles il vient, il traverse les différentes communautés, eh bien, il parle véritablement d'une terre qui est en train de refleurir. Il parle de marchés où les Juifs marchent sans avoir peur, où ils peuvent acheter telle ou telle chose, vendre telle ou telle chose, où il y a des industries de tissus, etc., etc. Enfin, peu importe, il part en tant que représentant du peuple juif, alors que à Tzfat, ils sont à peine quelques centaines de juifs. Il reste en mission pendant 3 ans. Celui qui le ramène ou qui le force à repartir ensuite, c'est Napoléon qui commence 1812 sa campagne russe, sa campagne de l'Est. Le Rav Israël, avec les fonds récoltés, revient en Eretz Israël
Et il arrive, comme je le dis, il revient en 1813, et en 1812, pardon, en 1812, et ce qui l'attend à Tzfat, c'est une épidémie monstre qui décime la communauté, ce qui fait qu'une partie de la communauté, ceux qui restent en vie, eh bien, ils montent à Jérusalem. Où est-ce qu'ils s'établissent à Jérusalem? À Jérusalem, il faut savoir, à l'époque, les Ashkénazes sont interdits d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore repayé la dette pour la synagogue qui s'appelle de Rabbi Yehuda Chassid, qui a été bâtie en 1700, qui a été détruite par les Arabes quelques décennies en 1720, et la communauté ashkénaze est restée endettée vis-à-vis des Arabes, ce qui fait que les Ashkénazes sont interdits d'entrer dans, aujourd'hui on connaît comme la vieille ville de Jérusalem, à l'époque ils n'en avaient pas d'autres. Et où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent dans des grottes, ils habitent dans la grotte véritablement qu'aujourd'hui elle se trouve au-dessous de la porte de Shrem, et ceux qui leur apportent la nourriture, c'est les frères séfarades qui habitent dans la vieille ville, qui viennent nourrir les réfugiés juifs ashkénazes qui vivent encore une fois dans ce qu'on appelle ça ailleurs, Meharat Chizkiyahu, dans la grotte de Chizkiyahu, au-dessous, pour ceux qui connaissent, c'est une grotte énorme de centaines et des centaines de mètres, qui continue en bas de la vieille ville, mais l'entrée elle est juste en bas de la porte de Shrem, la porte de Naplouse, la porte de Shrem. Ensuite, naturellement, bon, il se déguisant en séfarade et puis se faisant véritablement un nom par rapport aux habitants de la vieille ville, ils peuvent entrer la vieille ville et ils s'établissent juste à l'entrée, lorsque vous entrez de la porte de Shrem, eh bien, sur votre gauche, vous pouvez voir, il y a aussi des Juifs encore aujourd'hui qui habitent là-bas. Eh bien, c'est là-bas qu'habitaient les, euh, euh, les élèves du Gaon de Vilna. Du Gaon de Vilna. Celui qui se tient à la tête du Yishuv Ashkenaz, eh bien, c'est encore une fois le Rav Israël de Shklov. Maintenant, il faut savoir que dans l'épidémie de Tzfat, il a perdu la plus grande partie de sa famille. Il a perdu 2 de ses fils, il a perdu 2 de ses filles, il a perdu sa femme, il a perdu ses parents, il a perdu son gendre. À Jérusalem, il s'est remarié, il refonde véritablement sa famille et il prête serment. Et il prête serment alors qu'il était pratiquement mourant avec sa jeune fille, qui était aussi pratiquement mourant. Il prête serment, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, si ma fille et moi nous restons en vie, eh bien, je promets d'écrire ce qu'on appelle une, euh, une addition au Shulchan Aruch, qui va parler des mitzvot atluyot ba'aretz, des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, qui doivent être pratiquées, qui ont trait à la culture de la terre, à l'agriculture, etc., Trumot, Masrot, etc., etc. Eh bien, je vais en parler, je vais écrire un traité là-dessus, un traité qui va être appelé Pe'at HaShulchan, le coin du Shulchan, référence au Shulchan Aruch. Après, il repart à Tzfat. Il s'établit encore une fois à Tzfat. Il redevient la tête de la communauté juive de Tzfat. En 1834, ce sont les émeutes des Falachim, les émeutes des paysans arabes qui déciment encore une fois
la communauté juive de Tzfat. Entre autres, il décime aussi l'imprimerie qui vient d'être installée par un juif appelé Israël Beck, qui a fait son aliyah de Berdichev. Il a installé à Tzfat son imprimerie. Il a déjà tout le Shulchan, le Peat HaShulchan de Rav Israël de Shklov, qui est prêt à être imprimé, mais son imprimerie est mise à sac et mise à bas par les émeutiers, par miracle. Le manuscrit est sauvegardé, le manuscrit est là et il est imprimé. Et avec ce manuscrit, le Rav Israël de Shklov, eh bien, il retourne à Jérusalem, et quelques années plus tard, en 1837, c'est le tremblement de terre à Tzfat, avec pour victime 2000 juifs, c'est-à-dire tous les habitants juifs de Tzfat pratiquement qui périssent. Et là, je voudrais peut-être dans les minutes qui restent parler euh, de l'état de la terre d'Israël lorsque à cette époque et de toute la signification de la aliyah des élèves du Gaon de Vilna et de Rav Israël de Shklov. Lorsqu'on regarde la période, on peut voir toutes les catastrophes qui se sont abattues sur Tzfat et sur la terre comme quelque chose d'assez unique, de cataclysmique, etc., etc. C'est-à-dire, on voit d'abord une épidémie, ensuite des attaques, la révolte des Druzes, ensuite la révolte des Falachim, des paysans arabes, ensuite un tremblement de terre qui décime tout. C'est une terre véritablement invivable. Lorsqu'on rajoute à cela que, par exemple, à Jérusalem, à l'époque, eh bien, seulement 20% des enfants qui naissaient, eh bien, arrivaient à l'âge de 5 ans, survivaient jusqu'à l'âge de 5 ans, eh bien, on comprend de prendre un peu la mesure des choses, de l'héroïsme euh, des gens qui venaient s'établir. Et c'est aussi assez difficile de comprendre comment, dans une telle réalité, 500 personnes prennent le bateau et font leur aliyah pour arriver dans un pays dévasté. Alors qu'il faut savoir que de l'autre côté, leurs frères, en galoute, pour beaucoup, leur écrivent, bah, écoutez, vous savez pourquoi toutes ces catastrophes, tous ces malheurs vous poursuivent? Eh bien, parce que vous avez enfreint l'interdiction de monter en masse. À l'époque, 500 personnes, c'était véritablement une montée en masse. Dans toute Eretz Israël, il y avait à peine 6000 juifs. Il y avait 6700 juifs qui vivaient en Eretz Israël du début du 19e siècle. Ils vivaient à Jérusalem, ils vivaient à Hebron, ils vivaient à Tibériade. À Tibériade, il y avait déjà ce qu'on appelle la Aliyah des Chassidim qui sont venus s'établir à Tibériade en 1777 avec le Rav Avraham de Kali, le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, avec aussi le Admor Hazaken qui est parti avec eux, mais qui ensuite est revenu en Russie pour ne pas laisser seuls les Juifs qui habitaient là-bas. Et il y avait aussi la communauté de Tzfat, mais quand on parle de 500 personnes, plus de 500 personnes, c'est véritablement une aliyah de masse, surtout si on compte tout le degré, le niveau de Torah qu'ils ont amené, et surtout si on prend en considération l'intention avec laquelle ils sont venus. Ils sont venus avec l'intention de peupler la terre. Je le répète, c'est ce qu'ils écrivaient aussi dans leur message, dans leurs lettres. Ils sont venus avec avec comment dire, des règles, des règles du Gaon qui touchaient même à l'architecture des maisons. Par exemple,
lorsque une question se posait, est-ce qu'on peut construire une maison à un étage ou à deux étages? Eh bien, la réponse, elle était très simple. Vous, vous essayez de faire des chambres, que les chambres, eh bien, elles soient toutes au premier étage. Pourquoi? Pour occuper plus de terrain, pour mieux, comment dire, les Kayem, mieux pratiquer, mieux observer la mitzvah de peuplement de la terre, de Yeshuva Haaretz. Et si vous pouvez faire que ce soit deux chambres, les trois ou deux ou trois chambres toutes sur le premier étage, eh bien, qu'elles soient toutes sur le premier étage et pas qu'elles soient un étage au deuxième ou au troisième étage. Et vous pouvez le voir aussi dans la construction de Nachalat Shiva à Jérusalem ou d'autres qui ont été construits par les descendants du Gaon de Vilna. Eh bien, c'était des règles qui étaient respectées. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit auparavant. Des gens qui s'opposaient à cette alia, eh bien, ils disaient, toutes ces catastrophes vous arrivent parce que vous êtes montés en masse. Ce que répondent les étudiants, au contraire, chers amis, on prépare la terre pour vous. Le Messie, il ne va pas arriver sur une terre désolée. Il ne va pas arriver sur une terre déserte. Il va arriver sur une terre qui doit être habitée, qui doit être peuplée, qui doit être cultivée. Et c'est pour ça que on, on s'occupe de ces deux aspects. D'un côté on commence à cultiver cette terre, on commence à habiter cette terre, on va le voir, dans notre prochaine rencontre, peupler cette terre, on va défendre cette terre, et d'un autre côté, on écrit, on continue à développer la Torah, on écrit Pe'at HaShulchan, on donne les outils tant pratiques que spirituels, que halachiques pour être à la hauteur de cette époque où on se trouve. Il faut savoir que l'époque et la date qu'ils attendent, c'est la Shnat Tor, Taf Reish, 1840, 1840, comme il est dit dans Shir HaShirim, Kol Ator Nishma Et Azamir Higia, Kol Ator Nishma Be'artseinu. Le temps de la tourterelle est arrivé et le temps de Zamir, de la chanson est arrivé. Et Bekol Ator, et le son de la tourterelle est entendu Be'artseinu, dans notre terre. Donc ils sont là à préparer, ils pensent que l'année 1840 va être une année critique pour la Géoula, pour la délivrance, et c'est pour ça qu'ils font leur aliyah. Lorsque, en 1840, la délivrance n'arrive pas, en tout cas pas au niveau visible, etc., eh bien, il y a effectivement de déception, tant en Gola, tant en diaspora qu'en Eretz Israël. Mais cela dit, les bases sont posées. Et je présente en quelques mots, peut-être présenter les bases dont je voudrais parler les prochaines fois. Eh bien, première base, c'est la sortie des murs, la sortie des murailles. Les élèves du Gaon, ils vont être les premiers à fonder les premiers quartiers hors de l'enceinte de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Deuxième chose, ils vont refonder la synagogue centrale de Jérusalem, Bet Knesset à Chourva, Bet Knesset qui va être appelé Bet Knesset la ruine, chez Rabbi Yehuda Achassid. D'ailleurs, il faut savoir que la personne qui va le plus contribuer à reconstruire cette synagogue dans les années 50, c'est le Rav Shlomo Zalman Tzoref. Tzoref orfèvre, il était orfèvre, à part qu'il était grande autorité rabbinique, était orfèvre, d'où son nom, il va être pour son fait d'armes d'avoir reconstruit la synagogue centrale qui va servir de synagogue centrale de Jérusalem jusqu'en 47.
jusqu'en 48, pardon, eh bien, il va payer de sa vie. Il va être assassiné par les Arabes. Et lorsque vous ouvrez aujourd'hui le site de Tzal avec les personnes qui sont toute la liste des gens qui ont péri pour Israël, eh bien, son nom figure en premier sous le numéro 1. C'est le premier véritablement personne à avoir payé de sa vie, en tout cas répertorié, payé de sa vie pour notre renaissance d'ici. Renaissance de l'hébreu. Ils vont fonder le premier journal en hébreu en 1861 qui va s'appeler le Levanon. Les premières colonies de peuplement, Petar Tikva, c'est eux qui vont les fonder. Les premières forces de défense, ce qu'on appelle la Guardia à Yerushalmi, la garde de Jérusalem, eux aussi vont les fonder. On va en parler plus tard, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il faut savoir, et tout cela va être fait avant ce qu'on appelle la première Aliyah. La première Aliyah, qui est le début des années 80, après les pogroms au sud de la zone de résidence en Russie, Ukraine actuelle, avec la Aliyah des Bilouim, avec le mouvement de Chibat Zion, des amants de Sion, etc., etc. Tous ces, comment dire, toutes ces œuvres, tous ces faits, toutes ces bases qui ont été posées par les descendants des étudiants, des élèves du Gaon de Vilna, eh bien, tout cela s'est fait dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, avant même le début de la première Aliyah. Et lorsque les premières Aliyot, 82, 1903, et la deuxième Aliyah, 1904, 1914, et ensuite, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'elles sont venues, eh bien, elles ont pris véritablement, elles avaient un terrain d'atterrissage. Elles avaient de qui apprendre, elles avaient de qui recevoir le relais pour continuer là, si c'est Eliezer Ben Yehoud, pour continuer la renaissance de l'hébreu, si c'est Yoshua Henkin et bien d'autres, Levontin, pour continuer à poser les bases des colonies de peuplement juives, que ce soit Rishon LeZion, Petar Tikva, de Hadera jusqu'à Metula, tout au nord, les premières localités fondées pendant la première Aliyah, et etc., etc., etc. C'est-à-dire, voilà, ça c'est en deux mots. En deux mots, je voudrais pas trop vous, comment dire, trop en dire. On a déjà dépassé une demi-heure, donc là, si vous voulez réagir, si vous voulez dire quelque chose, sinon, bien entendu, on peut continuer, mais juste pour peut-être résumer ce que j'ai dit, c'est que quand on voit véritablement le destin d'un personnage comme le Rav Israël de Shklov, euh, qui a enseveli toute sa famille, qui a ensuite refondé toute sa famille, qui a eu encore des pertes, qui a enseveli toute sa communauté. Tous les juifs pratiquement avec lesquels il est venu, je répète, ils sont venus 500, ils sont venus 511, ils sont restés 70. Et, et il le décrit d'ailleurs dans son introduction de son ouvrage Al-Khik Pe'at HaShulchan. Dans l'introduction, il lui dit, il écrit tout ce qu'il a dû endurer avant que ce livre voit le jour. Ce n'est pas quelqu'un qui était assis avec crayon et papier dans son bureau, sur sa table, écrivant tranquillement, prenant un verre de thé, café, etc. Non, c'est quelqu'un qui a écrit dans des conditions absolument invraisemblables et dont le destin est très symbolique, très symptomatique du destin de toute sa génération. De toute sa génération, mais ils avaient comment dire, un horizon très clair de la raison, du pourquoi de ces actions. Et il avait des racines très très profondes, inspiré, il était l'un des étudiants les plus éminents
du Gaon de Vilna qui a dit, encore une fois, on lui a posé une fois une question, mais si on voulait amener la Géoula d'un coup, qu'est-ce qu'il devrait faire? Réponse du Gaon, très simple. 600 000 juifs. Shishim Ribon. 600 000 juifs en Eretz Israël. 600 000 juifs en Eretz Israël, effectivement, c'était le chiffre auquel on est arrivé à la guerre d'indépendance. À la guerre de 6 jours, on était déjà 600 000 juifs de plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on vient de dépasser même plus de 6 millions, 6 millions 700 000, 6 millions 800 000. Bon, tout ça pour dire que la réponse du Gaon de Vilna, son approche est encore très actuelle, très pertinente. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va peut-être continuer, Bezrat Hashem, les prochaines fois avec des personnalités qui sont peut-être plus connues, peut-être parler aussi des pères fondateurs du sionisme plus de l'État plus moderne. En tous les cas, on va vous tenir au courant. Grand merci à Atid Israël, à Michael, à Raphaël, à tous, et en espérant vous revoir bientôt. Kol Tov, Leitraot.